afternoon. Get away from her. You bitch. On n'imagine pas tout ça quand on regarde un film chez nous. Bon, qu'est-ce que je retiens de cette année qui vient de s'écouler? Que je n'ai pas réussi à tenir ma résolution de faire plus de vidéos, malheureusement. Et que je n'ai très peu tenu ma tête hors de l'eau sous l'inondation de longs métrages qui s'est abattue sur moi. Donc revenons sur les films que j'attendais mais que je n'ai pas pu voir par faute de temps, de distribution ou par flemme, tout simplement. Des films que j'essaierai de rattraper. Tous les ans, je me dis la même chose. Au final, c'est presque 150 films que je dois rattraper depuis 2022. Point stat, j'ai vu 326 films cette année, dont 122 de 2024. J'ai dépassé la centaine, c'est déjà pas mal, car l'année dernière, je me suis dit que j'allais davantage apprécier les films que j'allais voir. Puis vous imaginez bien que dans le lot, il y a forcément des films que j'ai trouvés nullissimes, et franchement, je ne vois pas nécessaire de lister un flop film. C'est vrai que je ne vois pas l'intérêt d'enterrer plus bactère des films décevants qui ne méritent pas votre attention, parce que d'une, je l'ai déjà fait, et de deux, je préfère l'argumentation et l'aspect positif. Inintéressant et stérile, redondant et rien que je n'ai déjà vu ailleurs, cynique et ambigu. Ethan, je trouve que tu fonctionnes mieux en tandem avec ton frère. Laborieux et pesant, soporifique et plat, dramaturgie inutile et ennuyant à mourir, poussif et trop long, dessert son propos, montage fainéant comme tout le reste, dessert son court-métrage de base et ne propose rien d'innovant. Des films que je dis mauvais, car c'est de plus en plus frustrant de voir du potentiel gâché par des studios insatiables. Alors oui, ils nous permettent de passer un bon samedi soir entre amis pour se foutre de leur gueule, mais c'est tout. Revenons donc sur l'aspect positif des films qui me fascinent encore aujourd'hui. Des films qui vont rester dans mon esprit un bon moment et que j'aurai plaisir à collectionner en version physique tout au long de ma vie. Petite parenthèse sur le format physique. En cette milieu d'année, le site AVWatch a annoncé que Sony allait mettre fin à la production de Blu-ray. Il faut préciser qu'il s'agit des Blu-ray de stockage comme les disques Optical Disc Archive, qui concernent les fichiers de grande taille dédiés à l'archivage. Car manque de rentabilité chez Sony, bon, s'ils arrêtaient de produire de la merde aussi, ils continueront bien de fournir l'industrie du Blu-ray. Ce qui s'arrête, c'est la production de supports enregistrables. Des Blu-ray inscriptibles qu'on pouvait utiliser un peu comme les cassettes VHS et les DVD. Malheureusement, c'est un premier pas vers la disparition du format, et le sens de l'histoire va vers une généralisation du dématérialisé. Il suffit de voir Disney qui est en train de cesser ses ventes physiques. Tôt ou tard, on arrivera au tout numérique, ou presque. Ce qui m'attriste beaucoup, car la version physique d'un film fait partie de son parcours. Il y a fort à parier que l'ensemble des supports physiques suivra la trajectoire du vinyle, sans avoir totalement disparu, réservé aux collectionneurs et aux amateurs éclairés. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que de pouvoir tenir entre ses mains un produit, ici un film, fini. La beauté de l'objet fait partie intégrante de la culture qui nous plaît d'entretenir et de partager. Ouais, super, je peux voir et avoir autant de films à la demande, mais pour un temps défini. Les serveurs et les plateformes ne sont pas éternels, et rares sont les films produits par ces dernières, qui existent au format physique. Quels que soient les films que vous aimez, pensez à vous les procurer en DVD, en Blu-ray, que sais-je, afin d'entretenir et de conserver le souvenir de votre premier visionnage, et surtout de soutenir une partie de l'industrie qui édite les meilleures versions possibles. Je pense au premier aux graphistes et aux artistes indépendants qui nous créent des visuels originaux, et je pense par exemple au travail extraordinaire de Flore Maquin que j'ai plaisir à retrouver sur les formats Steelbook. Préserver les formats physiques, c'est défendre et garantir une qualité optimale, protéger les œuvres contre l'obsolescence et jouer un rôle important dans la sauvegarde du patrimoine culturel et artistique. Fin de la parenthèse. 2024 a été placé sous le signe du biopic, une impression qu'il y en avait un par mois, et vu tout ce qui est annoncé pour cette année, 2025 sera probablement placé sous le même signe. Un genre que j'exècre quand il est purement dans un but lucratif et fausse l'histoire. Donc parmi cette ribambelle, seulement 3 que j'ai vus et seulement un qui m'a plu. Il y a quelques films pour lesquels j'ai eu le coup de cœur immédiat, qu'on pourrait classer dans les mentions honorables si vous préférez, et qui m'ont marqué cette année 2024, soit par leur histoire originale, soit par une performance, une réalisation avec un style visuel qui sort de l'ordinaire, qui ont su installer une ambiance en quelques secondes ou qui m'ont rappelé un moment de ma vie. Des films que j'aurai plaisir à redécouvrir en bonne compagnie. Faire un top 10, c'est toujours cruel, car on doit laisser de côté des films qu'on adore pour diverses raisons, mais qui auraient pu tout aussi bien y être. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler des films 20 à 11 que j'ai profondément appréciés et qui méritent toute votre attention. Numéro 20, Hundreds of Beavers.
Une œuvre inventive et hilarante qui réinvente la comédie burlesque tout en rendant hommage au genre. Un film que j'ai eu la chance de voir en salle lors d'un petit festival et ce fut un bon moment de récréation. Une véritable pépite comique et inventive où Chelsea prouve qu'il est possible de divertir sans parole avec simplicité et qu'avec peu de budget et une créativité débordante, on peut faire beaucoup de choses merveilleuses. Numéro 19, Emilia Pérez. Grand adorateur du cinéma de Jacques Audiard, voire vidéo précédente, oui, il faut bien s'auto-promouvoir. J'aurais aimé qu'il soit plus haut dans le top, mais voilà, il y a d'autres films que j'ai préférés. Ça explore avec finesse l'identité et le pouvoir sur fond d'enquête policière dans le genre de la comédie musicale. Sérieusement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Avec Zoé Saldana, Selena Gomez et la mise en scène audacieuse d'Audiard, ce sont des scènes explosives d'ingéniosité, des chorégraphies entraînantes et des chansons qui restent en tête. Numéro 18, Civil War. Intense et provocateur, Alex Garland nous offre une réflexion profonde sur la violence, sur la fascination pour la destruction qui engendre encore plus de violence. Visuel captivant, proche du jeu vidéo où je n'ai aucun contrôle sur les choix des personnages, avec une direction d'acteurs irréprochable. J.C. Plemons, rien qu'en une scène et une apparition me glace le sang, Kirsten Dunst, magistrale, ancre le récit dans une humanité complexe, et avant tout, Cailee Spaeny, imposante à chacun de ses rôles. Numéro 17, Alien Romulus. J'ai plaisir à revoir cette saga qui s'inscrit sur le long terme. J'ai une préférence pour Aliens de Cameron, la version longue évidemment, et le livre audio La Sortie des Profondeurs avec les comédiens-comédiennes de doublage qui nous offrent une histoire alternative à la fin du premier opus. Donc j'étais impatient, et ce n'est pas une grosse surprise mais une bonne grosse claque esthétique dans la tronche. Navré les puristes, mais je défendrai ce film. Je parlais de Cailee Spaeny juste avant, ici elle ancre le récit dans une émotion palpable pendant que les scènes de confrontation avec les xénomorphes m'ont captivé à chaque instant. C'est fidèle à l'esprit de la franchise, ça ne rajoute aucune pierre à l'édifice de la mythologie alien, mais en plus d'avoir passé un excellent moment, Romulus est une réussite terrifiante et exaltante pour les fans de la première heure. Numéro 16, Dali. Le fait que la pluralité du personnage m'amuse et que le mieux pour ne pas se casser la tête, c'est de ne pas chercher à comprendre et de chercher une cohérence dans la narration, Dupieux s'amuse à la caméra, s'amuse au montage. Et Dupieux, croyant toujours faire des petits films pour s'amuser, n'a pas l'air de se rendre compte qu'il commence à compter sérieusement dans le panorama cinématographique français. Dupieux fait court, mais toujours efficace. Ce film crie de faire des trucs, d'être en mouvement en permanence et d'être productif. Un film délicat et distingué à l'image de Dali. Numéro 15, Flow. Vous vous souvenez au début quand j'ai dit que j'avais du mal à sortir la tête de l'eau en voyant tout ce qu'annonçait le cinéma cette année? Bah là ça a vraiment pris forme. Et en plus de réveiller ma thalassophobie, Flow réveille et révèle la simplicité narrative avec une puissance visuelle et émotionnelle. Un film d'animation hors du commun qui nous invite d'abord à ressentir. C'était une véritable poésie en mouvement. Numéro 14, Furiosa. En termes de divertissement intellectuel, allez, on tente ce mot. Ce que je veux dire par là, c'est que en plus de boxer tout seul dans sa catégorie, peut-être que Dune pourrait se mettre en face, George Miller fait du pur cinéma, marqué par une esthétique spectaculaire et des scènes d'action effrénées, et s'avère, comme son prédécesseur Fury Road, un conte sur l'émancipation et amène des réflexions profondes sur le pouvoir, la survie, et plus particulièrement des questionnements sur la société et notre humanité. En employant le terme intellectuel, ce que je veux dire, c'est qu'on ressent le film comme étant le résultat d'une infinité de réflexions afin de mettre en évidence par l'image plutôt que par les paroles. En numéro 13, The Iron Claw, ou le destin tragique d'une famille de catcheurs. Ce film tire-larme est avant tout un film de perfection, d'obsession, un film bâti sur le corps et sur l'esprit, un film basé sur la performance de ses comédiens. Si Stanley Simmons et Harris Dickinson sont loin d'être mauvais, mon regard s'est focalisé sur Jeremy Allen White, que j'adore depuis The Shameless, et ensuite sur Zac Efron, qui donne des frissons par son interprétation. Un film émouvant qui parle de la famille. En numéro 12, Dune, partie 2. Je pense que ce n'est pas une très grosse surprise que de voir ce film dans les classements de fin d'année. Admirateur de cet univers depuis 10 ans déjà, j'aime la version de Lynch et j'affectionne avec soin tous les détails que Villeneuve introduit. Alors évidemment je suis retourné sur Arrakis et quelle aventure! Thématique dense et approfondie, que ce soit sur la prise de pouvoir et la politique, mais également sur le destin et le libre arbitre et toute cette histoire avec les Bene Gesserit, si ce n'est que Villeneuve prend la décision de faire partir Chani après le combat entre Paul et Feyd-Rautha, ce qui me questionne sur la suite des événements. Comme pour Furiosa, c'est réfléchi à un point sans égal. Et enfin en numéro 11, Anora. C'est ma comédie dramatique préférée de cette année. Même sans distinction, le film mérite toutes ses éloges et toute cette attention. C'est sûr, le Festival de Cannes a permis un tremplin au film. Et Sean Baker m'a appris une chose avec Anora, c'est la résilience. Vous savez ce que c'est? C'est une force intérieure en nous, d'adaptation positive face à l'adversité permettant de la surmonter et parfois de mieux grandir. Anora est cette résilience. Vous savez quoi? Vous pouvez malgré tout vous octroyer le droit de purifier vos émotions. Et cette comédie dramatique joue de plein de situations faisant passer ces personnages pour des idiots incapables du moindre contrôle. Car le contrôle, on ne l'a véritablement jamais. Donc bravo Sean Baker pour cette approche réaliste et ce moment de vulnérabilité qui ne cache en rien le portrait émouvant et authentique d'Anora. Cette palme est méritée.
Avant d'attaquer le top 10, j'aimerais dire quelques mots. J'aimerais dire que regarder un film ne se limite pas à connaître son intrigue, c'est par la même occasion explorer ses subtilités, ses symboles, ses intentions et son impact sur notre perception du monde. Combien sommes-nous à véritablement nous arrêter sur une scène marquante ? Analyser un plan et simplement débattre sur les films qui parlent de nous et de sa capacité à nous transformer. Ce que je veux dire et de ce que j'en ressens avec ce monde perpétuellement en mouvement, c'est qu'il est peut-être temps de ralentir, de savourer chaque plan, chaque image, chaque fragment émotionnel qui résonne bien au-delà du générique de fin. Je sais que c'est pour ces raisons qu'on aime faire des top films en fin d'année, des top films qu'on fait d'abord pour nous. Par conséquent, sans plus attendre, 10 films qui me captivent, qui m'ont transformé, que j'ai eu le temps d'assimiler et qui continueront de m'accompagner au fil des ans. En 10e position, Love Lies Bleeding. D'accord, alors on part sur un thriller psychologique signé Rose Glass, que vous connaissez peut-être pour Sainte Maud, son premier film angoissant sur une infirmière mystique et dérangée. Elle revient ici avec un deuxième long métrage où rien n'est jamais vraiment simple. Imaginez un mélange entre American Beauty, une pub pour des suppléments protéinés et une conférence TED sur l'obsession de la perfection physique, le tout trempé dans une ambiance tendue et glaciale. Comme si Black Swan avait fait un enfant avec Fight Club et vous obtiendrez Love Lies Bleeding. L'histoire de deux femmes, Jackie et Lou, prises dans une spirale d'amour, d'ambition et de violence sur fond de bodybuilding et de quête de perfection physique. On commence par rencontrer Jackie, une bodybuildeuse talentueuse et déterminée qui passe ses journées à sculpter son corps dans une salle tenue par Lou, qui deviendra sa partenaire particulière. Jusque-là, ça pourrait ressembler à un Rocky sous stéroïdes, mais rapidement le film s'éloigne du simple récit sportif pour plonger dans quelque chose de beaucoup plus sombre et de beaucoup plus viscéral. Jackie et Lou partagent une relation passionnelle, mais aussi profondément toxique. Lou devient obsédée par l'idée de protéger Jackie, ou peut-être par l'idée de la contrôler. Difficile à dire parce que Rose Glass adore brouiller les pistes. On est constamment dans l'ambiguïté. Cet amour est-il sincère ou destructeur ? Cette quête de perfection est-elle admirable ou profondément nihiliste ? Cette relation entre Lou et Jackie est profondément dysfonctionnelle. Mensonges, manipulation, comme le fait de s'enfermer ou de cacher des informations essentielles. Le film interroge sur la frontière entre amour et possession. Peut-on vraiment aimer quelqu'un si on cherche à le contrôler ou à le façonner selon ses propres attentes ? Ça, c'est à vous de voir et d'y répondre. Tout le contexte concernant Jackie est très bien amené. L'univers du bodybuilding, où les corps sont poussés à leurs limites et où la compétition est aussi mentale que physique. Ce qui est fascinant, c'est comment Rose Glass filme le corps humain. Chaque muscle, chaque veine, chaque goutte de sueur est magnifiée comme une peinture, mais une peinture qui voudrait vous tuer. La cinéaste sonde la fragilité de notre identité et de notre corps. Jackie est constamment confrontée à la fragilité du sien. Malgré son apparence imposante, ses actions révèlent une vulnérabilité émotionnelle et physique. Le film compare la tension entre l'image extérieure que nous projetons et notre réalité intérieure. Donc le film est une critique à peine voilée d'une société obsédée par la performance et la réussite à tout prix. Chaque scène transpire l'angoisse de décevoir ou d'être détruit par ses propres ambitions. Rose Glass filme les muscles et les veines de Jackie comme s'il s'agissait d'un paysage extraterrestre et c'est beau. L'entraînement devient une métaphore de l'épuisement émotionnel et chaque haltère soulevée semble rapprocher les deux personnages d'une explosion inévitable. Ajoutez à ça la peur de l'échec, le poids du regard des autres et cette obsession quasi religieuse de dépasser ses limites. À chaque scène, je sens que quelque chose de terrible est sur le point d'arriver et je ne sais jamais ni quoi ni quand. Et Rose Glass joue parfaitement sur certaines certitudes et ça devient insupportable. Chaque détail vient alourdir l'atmosphère et renforcer ce sentiment que tout cela est sur le point d'exploser. Chaque flashback nous dévoile peu à peu le passé des protagonistes, leurs traumatismes, leurs blessures et comment elles se sont retrouvées piégées dans cette dynamique auto-destructrice. Rose Glass explore la quête de perfection, les relations et la dépendance émotionnelle en mettant en avant deux personnages queer vivant en marge des normes pour critiquer les attentes et les pressions imposées. Leur désir d'évasion reflète un besoin de s'émanciper tout en les amenant à des comportements destructeurs. Toute cette histoire est sublimée par cette image granuleuse, par cet étalonnage des lumières froides de la salle de sport, les reflets déformés dans les miroirs et surtout une bande son oppressante qui résonne dans mes tripes. Le moindre plan semble me crier « Regarde, ce corps est parfait !» Oui, mais à quel prix ? La cinéaste nous parle d'amour, certes toxique, mais d'un amour qui consume, qui écrase, qui broie. C'est beau, tout en étant terrifiant. Si vous aimez les drames intenses avec une esthétique irréprochable, avec des personnages qui ont autant de failles que de muscles, allez-y, mais prévoyez quand même une séance de relaxation après. C'est tendu, c'est sombre, et ça pourrait remettre en cause votre abonnement à la salle de sport. En 9e position, Nous les Leroy. Alors, Nous les Leroy, c'est le premier long métrage de Florent Bernard, alias Flaubert, que vous connaissez probablement pour le Floodcast ou pour sa collaboration sur la série Le Flambeau. Et là, il passe au cinéma avec une comédie familiale. Mais pas la comédie familiale classique où tout le monde s'aime à la fin après une partie de Monopoly. Non, non, non. On suit la famille Leroy, une famille unie, mais surtout unie dans la galère. Lorsque Sandrine annonce son désir de divorcer, Christophe organise un voyage vers des lieux significatifs de leur histoire commune, espérant raviver leur relation. Les enfants, Lorelai et Bastien, sont sur le point de quitter le foyer familial, symbolisant une transition
transition vers l'âge adulte. C'est un point de bascule pour Sandrine qui réévalue sa relation et son identité en dehors de son rôle de mère. Et c'est là que le film illustre les difficultés d'accepter les changements et la tendance, nous humains, que nous avons à nous accrocher au passé pour éviter l'inconnu. Après une scène d'introduction drôle et innovante, entrecoupée par des premiers moments de vie où tout est beau, tout le monde il est amoureux, avec par-dessus des extraits de répondeurs de Sandrine et Christophe, on se retrouve vite dans le quotidien morose de ces figures parentales qui vivent un train de vie devenu banal. La vie de famille nous apprend, et je ne suis pas encore père pour le comprendre, que les projets de vie, nos rêves, nos désirs, changent ou du moins doivent changer quand on devient parent. C'est assez triste et fataliste, ce que je dis là, mais c'est la vision que j'en ai. C'est aussi une belle vie qui attend les parents en devenir, faite de plein de belles choses. Donc Flaubert nous accroche par le rire. Il prend de la distance et met en lumière les problèmes de communication entre Sandrine et Christophe. Mais au-delà de l'humour, et croyez-moi, il y en a beaucoup, Flaubert utilise cette aventure pour parler de ce que ça signifie de faire partie d'une famille dans un monde où tout semble conçu pour vous diviser. Chaque personnage a ses propres rêves et ses propres frustrations. Ce qui est génial, c'est que le film ne les juge jamais. Même dans les pires moments, les Leroy restent attachants. Parce qu'on sent qu'ils essaient désespérément de s'en sortir. La réalisation est simple mais efficace pour jamais nous ennuyer. Les dialogues sont forts et percutants et évidemment, il y a des dizaines de petites références qui feront sourire les fans de Flaubert. Et petite info passage car ça se ressent à la réalisation et derrière la caméra, Florent Bernard écrit pour ses comédiens et les humoristes qui parsèment le récit. Même en tant que spectateur, c'est un plaisir de les voir jouer dans cette comédie douce et amère, empreinte de beaucoup de nostalgie, avec des punchlines et des situations comiques qui me renversent de rire. Nous les Leroy, c'est un film sincère et très personnel qui m'offre une réflexion profonde sur les défis des relations familiales et conjugales de nos jours. Changement, émancipation, communication et nostalgie nous plaçant du point de vue des enfants en pleine transition eux aussi, qui auront la lourde tâche de voir leurs parents être heureux, mais séparément. Comme j'aime le dire, la famille n'est ni un droit, ni un devoir, c'est un privilège. En 8ème position, All of Us Strangers. All of Us Strangers, d'Andrew Haigh, c'est le genre de film où tu te dis « Ah, encore un drame intimiste sur les relations humaines ». Et puis tu te rends compte que non, ce n'est pas encore un. C'est le drame qui te prend aux entrailles, te fait douter de la réalité et te colle une claque émotionnelle que tu n'avais pas vu venir. Le film suit Adam, un scénariste londonien solitaire qui vit dans une tour d'immeuble ultra moderne, genre Black Mirror version Airbnb de luxe. Et un soir, alors qu'il laisse traîner son regard sur les fenêtres d'en face, parce qu'on a tous un côté voyeur, avouons-le, il rencontre Harry, son voisin, beau, mystérieux. Et spoiler alerte, c'est pas juste un voisin normal. Leur relation démarre comme une étincelle dans une nuit froide, mais rapidement ça devient plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'Adam commence à revisiter son propre passé, et là accrochez-vous parce que ça part dans une direction qu'on n'a pas vu venir. Un jour, Adam retourne dans la maison de son enfance, et surprise, il y a ses parents. Oui, ses parents. Le truc, c'est qu'ils sont morts depuis des années. Mais là, ils sont là, bien vivants, comme s'ils n'avaient jamais quitté les années 80, et surtout, comme s'ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient censés être morts. Bonjour les frissons, hein. La relation entre Adam et ses parents devient le cœur du film. C'est étrange, c'est poignant et incroyablement intimiste. Ils discutent, ils rient, ils pleurent, comme s'ils essayaient de rattraper tout ce temps perdu. Mais voilà, tu te demandes constamment, est-ce réel ? Est-ce dans sa tête ? Est-ce une métaphore géante sur le deuil et les regrets ? Eh bien, le cinéaste ne te donne pas toutes les réponses, et c'est précisément ce qui me rend dingue. Les interactions d'Adam avec ses parents lui permettent de revisiter et de recontextualiser ses souvenirs d'enfance, nous offrant une nouvelle perspective sur son passé et influençant sa compréhension actuelle de lui-même. Et en parallèle, il y a Harry, qui incarne à la fois un espoir de renouveau pour Adam et une ombre qui plane sur tout ça. Leur histoire d'amour est douce et intense, mais elle est aussi teintée par cette même ambiguïté qui traverse le film. Est-ce que tout ça peut vraiment durer ? Ou est-ce que ce n'est qu'un autre rêve qui va s'effondrer ? En plus de toutes ces questions, Adam explore son orientation sexuelle et les défis liés à son acceptation. Cette relation, bien que complexe, représente une tentative de surmonter la solitude profonde. Leur connexion souligne le besoin humain fondamental de soutien mutuel. Les acteurs, chacun à leur manière, me foudroient de tristesse. Paul Mescal, en suis-je tombé amoureux ? Il se pourrait bien. Andrew Scott, qui incarne parfaitement la solitude, le besoin d'intention et d'être entouré, est précisément la raison pour laquelle j'aime ce film. Quant à la mise en scène, elle est minimaliste mais fabuleusement évocatrice. Tout est soigneusement construit pour créer une ambiance mi-réelle, mi-fantastique. Les couleurs sont froides, mais les émotions, elles, sont brûlantes. Le cinéaste sait exactement où placer sa caméra pour capter les regards, les silences, les gestes qui en disent plus long que 1000 dialogues. All of Us Strangers, ou Sans jamais nous connaître, en français, qui a beaucoup plus de sens maintenant, parle du deuil, de l'identité et de la mémoire à travers d'un parcours introspectif comme j'en ai rarement vu au cinéma. Les films évoquent et les films influent, et celui-ci me pousse à m'interroger sur la manière dont on essaie de recoller les morceaux de nos vies, même quand certaines pièces semblent avoir disparu à jamais. En 7ème position, The Substance.
Alors The Substance, c'est le deuxième long métrage de Coralie Farja. Après Revenge, ce thriller sanglant et stylisé qui avait transformé une simple histoire de vengeance en un opéra gore féministe sous acide, cette fois elle revient avec The Substance, et croyez-moi, elle n'a pas perdu son goût pour les expériences viscérales. C'est l'histoire d'Elizabeth Sparkle, une célébrité vieillissante interprétée par Demi Moore qui va utiliser une substance mystérieuse pour retrouver sa jeunesse, ce qui conduit à la création d'une version plus jeune d'elle-même, Sue, jouée par Margaret Qualley. L'utilisation répétée de la substance va la conduire à une dépendance, exprimant la manière dont la quête de validation et d'appartenance externe peut devenir une addiction destructrice. Et cette transformation illustre l'obsession sociétale pour la jeunesse et la beauté, en particulier dans l'industrie du divertissement, représentée par Sue, une version distincte mais identique d'Elizabeth, car répétée à plusieurs reprises dans le film « Vous n'êtes qu'un ». Cette scission physique et psychologique met en évidence les conflits internes liés à l'acceptation de soi et la pression de se conformer à des idéaux externes. Visuellement, Coralie Farja ne fait pas dans la demi-mesure. C'est sobre tout en étant stylisé et parfois extrêmement écœurant. Les transformations corporelles sont filmées avec un mélange de fascination et de répulsion, comme si Cronenberg s'était invité sur le plateau. Et la manière qu'elle a de s'amuser avec les lumières, les reflets et les textures crée une atmosphère à la fois hypnotique et angoissante. Sous ces airs de body horror, The Substance est une réflexion sur le contrôle, ou plutôt sur la perte de contrôle, de notre corps, de nos choix, de nos désirs, et bien entendu sur l'arrogance humaine face à ce qu'on ne comprend pas. Parce qu'au final, ce n'est pas seulement la substance qui est dangereuse, c'est ce qu'elle révèle de nous. C'est un voyage fascinant et cauchemardesque, totalement dans la continuité des thèmes qu'aborde Coralie Farja. Regardez son premier court-métrage Reality Plus par exemple. Un film provocateur qui utilise le genre du body horror à son paroxysme pour en faire une critique incisive de l'obsession pour la jeunesse et de la beauté au cœur des profondeurs de la science, du corps humain et des ténèbres de l'âme. Un film qui m'a collé à mon fauteuil, m'a retourné l'estomac, même si j'avais une petite faim après, m'a fait réfléchir sur le jeu que nous jouons en permanence, sur la dépendance, quelle que soit la drogue, et les normes sociétales. Et franchement, c'est exactement ça qu'on veut quand on va voir un film, ne pas seulement voir des images qui défilent, mais être actif pendant le récit. En 6ème position, Il reste encore demain. Alors, Il reste encore demain, ou C'è ancora domani en VO, parce que oui, c'est un film italien et ça claque mieux en italien, c'est le premier long métrage réalisé par Paola Cortellesi. Si son nom vous dit quelque chose, c'est normal. Elle est surtout connue comme actrice, mais ici elle passe derrière la caméra pour nous offrir une fresque à la fois drôle, poignante et furieusement humaine. L'histoire se déroule à Rome dans les années 40, pendant une période d'après-guerre où tout le monde tente tant bien que mal de recoller les morceaux. On suit le quotidien de Delia, une femme au foyer mariée, un mari autoritaire, un de ces hommes qui pensent qu'il faut crier plus fort pour avoir raison. Delia est une femme forte, mais coincée dans un rôle où sa vie se résume à faire tourner la maison et obéir aux conventions d'une société patriarcale. Autour d'elle gravitent ses 3 enfants qui apportent chacun une dose d'espoir, d'innocence et de chaos, évidemment. La maison de Delia est un microcosme où se joue une lutte silencieuse entre traditions rigides et rêves de liberté. Entre les repas familiaux qui dégénèrent en dispute, les voisins qui s'immiscent dans tout et les éclats de rire arrachés malgré tout, le film capture à la perfection cette ambiance de huis clos familial où l'amour et la frustration cohabitent. Et le cœur du film, c'est Delia évidemment. À travers elle, Cortellesi explore la condition des femmes dans une époque où tout semble leur dire « reste à ta place ». Pourtant, malgré les obstacles, Delia rêve. Elle rêve d'un avenir meilleur, pour elle et pour ses enfants, un avenir où elle pourrait avoir une voix, faire ses propres choix et peut-être, qui sait, être heureuse. Et c'est là que le film trouve toute sa force, dans cette tension entre l'oppression du quotidien et l'espoir qui refuse de mourir. La réalisation est terriblement efficace. Des décors modestes, mais bourrés de détails pour ancrer l'histoire dans une réalité presque tactile. Une lumière douce et souvent tamisée qui donne aux scènes un aspect presque nostalgique, comme si on feuilletait un album photo un peu abîmé par le temps. Et une caméra toujours proche des personnages, captant chaque sourire, chaque larme, chaque regard. La réalisatrice injecte aussi beaucoup d'humour dans son récit, avec des dialogues ciselés et des moments de légèreté qui viennent contrebalancer le poids de thèmes abordés. C'est ce mélange de rire et de larmes qui rend le film aussi universel. On rit parce qu'on reconnaît nos propres familles et on pleure parce qu'on comprend ce que ça coûte de vouloir changer les choses. Le film me surprend car il oscille entre optimiste et pessimisme, car Delia fait preuve de résilience et d'espoir en cherchant à construire un futur meilleur pour elle et ses enfants. Il reste encore demain m'a ému aux larmes, par sa sensibilité et par sa réflexion sur le temps. Un temps qu'on croit infini mais qui s'échappe, un temps qui s'est arrêté pendant le visionnage de ce film qui, je dois le dire, fut l'une de mes meilleures séances de 2024. Une chronique familiale bouleversante, tendre et cruelle, et un premier film qui prouve que Paola Cortellesi a autant de talent derrière la caméra que devant. En 5ème position, L'amour ouf.
Alors L'amour ouf, c'est le genre de titre qui te prépare déjà une histoire où tout va partir en vrille, mais avec du cœur, des rires et probablement quelques larmes. Gilles Lelouch, après Le Grand Bain et son cocktail de feel good, revient avec ce film qu'il a mis 17 ans à réaliser. L'amour ouf est une fresque romantique et criminelle qui explore la passion dévorante entre deux jeunes protagonistes, à savoir Jackie et Clotaire, dans le nord de la France des années 80, mêlant romance, drame et éléments de film noir pour nous offrir une réflexion sur l'amour et la violence. Le récit met l'accent sur Clotaire et Jackie qui se rencontrent au lycée et devient une relation marquée par une intensité émotionnelle qui les pousse à défier les normes sociales et les conduit sur des chemins dangereux. Leur amour, à la fois fusionnel et destructeur, illustre des contradictions inhérentes aux passions humaines. Clotaire, issu d'un milieu défavorisé et marqué par la violence paternelle, se tourne vers la criminalité pour s'émanciper et tenter de construire une vie meilleure avec Jackie. Le film dépeint son ascension dans le milieu du crime, rappelant les trajectoires des anti-héros des films de gangsters. Un film qui capture et cumule un tas de références, bien digéré en tout cas, puisque Lelouch, provenant du monde du clip, met les potards à fond dans les lumières, le cadrage et le plus important, la musique, qui pour l'avoir vu 2 fois, transcende mon immersion dans cette période des années 80. Tout du long, Jackie et Clotaire cherchent à définir leur place dans un monde qui semble les rejeter. Leurs relations et leurs actions sont autant de tentatives pour affirmer leur identité et obtenir une renaissance, que ce soit à travers l'amour, la violence ou la transgression des normes sociétales. La réalisation de Gilles Lelouch est généreuse et surtout dynamique. Il alterne entre des moments intimes et des séquences beaucoup plus énergiques où l'écran explose, comme pour refléter l'état d'esprit chaotique des personnages. Ma véritable attirance pour ce film provient de son écriture. L'amour ouf est dramatique, mais pas que. Les dialogues sont si bien interprétés par tout ce casting 5 étoiles que par moments j'éclate de rire. Cela va parce qu'il y a Alain Chabat, qui est aussi bon dans le rire que dans les larmes. Je ris, oui, mais toujours avec une pointe d'émotion. Parce que derrière l'humour, il y a une vraie réflexion sur ce que ça veut dire aimer quelqu'un, accepter ses défauts, son passé et surtout vouloir son bien. Gilles Lelouch dirige son casting comme un chef d'orchestre. L'alchimie entre les deux versions de Jackie et Clotaire, c'est-à-dire Malik Frika et Mallory Vanek, m'électrise, même si parfois je ressens encore un jeu trop théâtral, mais qui apporte une vraie fragilité. Et enfin parce qu'on ne cite que, mais Adèle Exarchopoulos et François Civil ont une connexion qui donne au film tout son poids émotionnel. Alors l'amour, c'est un bordel de sentiments monumental, où je pense que pour ma part, je n'ai pas trouvé encore les 457 mots requis pour continuer. En 4ème position, The Universal Theory. Alors, The Universal Theory, réalisé par Tim Kroger, est d'abord un film passé trop inaperçu, ou bien il a été trop peu distribué dans les autres mondes parallèles. Bref, c'est un film qui te donne l'impression d'ouvrir un vieux manuel de physique quantique, mais avec une ambiance de film noir et une grosse dose de mystère métaphysique. On est quelque part entre The Imitation Game, Twin Peaks et une projection à minuit d'un film qui me fait dire « Ok, qu'est-ce que je viens de voir et pourquoi je n'arrive pas à l'oublier ?» L'histoire prend place dans les années 60, dans les Alpes suisses. Déjà, contexte. Les montagnes, la neige, le silence, une station de recherche isolée où un groupe de scientifiques travaille sur des questions cruciales du genre résoudre les mystères de l'univers ou comment boire du café instantané sans pleurer. C'est ici qu'on rencontre Johan, un physicien prometteur mais torturé qui arrive pour assister à une conférence scientifique de haut niveau, mais évidemment rien ne se passe comme prévu. Johan se retrouve pris dans une spirale étrange. D'abord il est fasciné, ou peut-être hanté, par Karine, une mystérieuse pianiste et chanteuse de jazz qui semble avoir des liens obscurs avec la station. Ensuite, il découvre que certains de ses collègues scientifiques ont des comportements, disons, suspects. Ajoutez à ça des expériences qui frôlent l'éthique douteuse, des phénomènes inexplicables qui défient les lois de la physique, et une tension latente entre les personnages, et tu obtiens un cocktail où chaque scène te donne envie de te gratter la tête en murmurant « Mais pourquoi ?» Visuellement, c'est magnifique. Tim Kroger joue à fond sur l'esthétique rétro, des noirs et blancs profonds, des cadrages hyper symétriques et une utilisation magistrale des ombres. On est clairement dans un hommage au cinéma des années 60, avec des vibes qui rappellent Hitchcock. La station, avec ses couloirs interminables et ses laboratoires étrangement vides, devient un personnage à part entière, un lieu où le temps semble suspendu et où la réalité se déforme peu à peu. Une véritable juxtaposition qui souligne l'impact du passé sur notre compréhension du monde actuel. Après tout, on est tous en quête de sens. Et la musique, parlons-en. Elle joue un rôle central dans le film, à la fois comme un élément narratif, Karine et ses performances envoûtantes, et comme une métaphore, l'improvisation, le chaos, et cette idée que parfois, ce qu'on ne peut pas expliquer peut seulement être ressenti. Au fur et à mesure que l'histoire avance, The Universal Theory devient de plus en plus cryptique. Les dialogues sont chargés de sous-entendus, les personnages cachent tous des secrets, et les phénomènes inexpliqués commencent à s'accumuler. Johan navigue dans ce labyrinthe de mystères où la quête de la vérité scientifique se mêle à une exploration de ses propres peurs et obsessions. Ce n'est pas un film qui te prend par la main. Le cinéaste balance des idées complexes sur la physique, le libre arbitre et la nature même de la réalité sans forcément te donner toutes les clés. C'est le genre de film où, quand le générique de fin arrive, je me retrouve à fixer l'écran en silence, à moitié ébloui, à moitié frustré et totalement hypnotisé. The Universal Theory, c'est un thriller métaphysique qui vient sans doute d'un monde parallèle qui mélange science, mystère et jazz dans un écrin visuel sublime. Un film que je ne suis pas prêt d'oublier, me laissant 1000 questions en suspens qui me retournent la tête à chaque plan, comme un rêve dont je ne peux pas vraiment me réveiller.
réveiller. En troisième position, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Alors, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant, c'est un titre qui te donne immédiatement envie de te demander « Attends, c'est un film ou une petite annonce trouvée dans un journal étudiant gothique ?» Mais derrière cette accroche intrigante, Ariane Louis XVI nous livre une comédie noire, absurde et étrangement touchante, qui revisite le mythe du vampire avec un mélange de douceur et de malaise parfaitement dosé. L'histoire, c'est celle de Sacha, une vampire, mais pas le genre de vampire aristocrate ténébreux qui vit dans un château gothique en Transylvanie. Non, Sacha, elle est différente. Elle est humaniste déjà, ouais. Humaniste. Tu sais, le genre de vampire qui culpabilise dès qu'elle boit du sang. Pas facile à vivre quand ton mode de vie de base, eh bien c'est de vider des gens de leur hémoglobine. Alors Sacha décide de trouver une solution, un arrangement mutuel bénéfique. Elle part en quête de quelqu'un qui voudrait en finir avec la vie et serait d'accord pour lui servir de dernier repas. Voilà, le concept est posé. Et ça c'est le genre d'idée de départ qui me fait dire, bon, ça peut être un chef-d'œuvre ou une catastrophe absolue. Spoiler, eh bien c'est un chef-d'œuvre. Sacha finit par tomber sur Paul, un jeune homme un peu paumé, un peu désabusé, qui justement n'a plus vraiment envie de continuer à vivre. La rencontre entre ces deux âmes en peine donne lieu à une relation improbable, drôle et contre toute attente profondément émouvante. Parce que voilà, le film ne se contente pas de jouer la carte de la comédie noire décalée, il s'aventure aussi sur le terrain de l'introspection. Qu'est-ce que ça veut dire vouloir mourir et qu'est-ce que ça veut dire vouloir vivre? Le film aborde la difficulté de grandir, de s'accepter, explore le désir de vivre ou non, la dépression et la possibilité de trouver un nouveau sens à sa vie à travers des relations significatives. Et le film le fait avec beaucoup de poésie. Esthétiquement, je trouve que le film est un petit bijou. Les décors vacillent entre une modernité froide et des touches rétro presque burtoniennes, avec des couleurs saturées qui semblent sortir d'un rêve. Et la mise en scène est pleine de trouvailles, entre les cadres millimétrés et les moments où la caméra se fait plus intimiste, presque intrusif, pour capter les fragilités des personnages. Mais ce qui fait la force du film, selon moi, c'est son ton. Ariane Louis XVI jongle avec aisance entre humour absurde et mélancolie, sans jamais tomber dans le pathos ou l'exagération. Les dialogues sont composés avec justesse, il y a des punchlines qui m'ont fait lâcher un rire juste avant de me nouer la gorge. Vampire humaniste est une méditation sur notre place au sein d'une famille aux valeurs traditionnelles, sur la vie, la mort et les 1000 nuances de gris qu'il y a entre les deux. Un film qui parle de vampires, oui, mais qui au fond est profondément humain. En deuxième position, Kinds of Kindness. Kinds of Kindness, c'est Yorgos Lanthimos qui revient avec une nouvelle fable tordue et inclassable. Le genre de film qui te laisse à la fois fasciné, mal à l'aise et avec une furieuse envie de tout revoir pour essayer de comprendre ce que tu viens de vivre. Parce que Lanthimos, c'est un peu le champion de ces histoires où l'absurde et l'inquiétant se mélangent pour te poser une question fondamentale. Et si les relations humaines étaient encore plus étranges qu'on ne le pense déjà? Donc le film se compose de 3 histoires distinctes mais thématiquement liées, explorant les thèmes tels que la manipulation psychologique, la folie et la quête de sens. Première histoire, la mort de RMF. Robert Fletcher, interprété par Jesse Plemons, est un employé dont la vie est entièrement contrôlée par son patron autoritaire, Raymond, joué par Willem Dafoe. Raymond régit chaque aspect de l'existence de Robert, y compris sa relation avec sa femme. Deuxième histoire, RMF s'envole. Daniel, un policier joué par Jesse Plemons, est en deuil après la disparition en mer de sa femme Liz, jouée par Emma Stone. Contre toute attente, Liz est retrouvée saine et sauve, mais son comportement a radicalement changé. Elle adopte des habitudes opposées à celles qu'elle avait auparavant, suscitant la méfiance de Daniel. Troisième histoire, RMF mange un sandwich. Emily et Andrew sont membres d'une secte dirigée par les énigmatiques Omi et Aka. Leur mission est de trouver une femme capable de ressusciter les morts. Avec ces 3 histoires, le film met en lumière les dynamiques de pouvoir et les relations d'autorité entre les personnages. Que ce soit à travers des figures d'autorité religieuse ou des relations hiérarchiques, le film examine comment l'obéissance peut être imposée aux volontaires et les conséquences qui en découlent. Pour moi, c'est du pur Lanthimos. Peut-être pas mon préféré, mais vraiment pas loin de l'être, à 2 doigts de passer devant The Lobster. Comme à chacun de ces films, les cadrages sont exécutés de façon clinique, presque froid, avec une esthétique minimaliste qui donne l'impression que chaque pièce, chaque objet et chaque geste a été soigneusement calculé. La lumière joue un rôle clé, passant d'une froideur à des éclats inattendus, comme pour refléter les contradictions de la nature humaine. Ce qui me met une claque la plupart du temps dans ces longs métrages, ce sont les dialogues, qui sont livrés de manière monotone, presque robotique, ce qui crée un décalage constant entre ce que les personnages disent et ce qu'ils ressentent. Et c'est précisément ce décalage qui rend chaque scène à la fois drôle et terrifiante. Parce que oui, Kinds of Kindness, c'est aussi un film très drôle, mais avec un humour noir qui te fait sourire à des moments où je me demande si je devrais. Et bien entendu, c'est un film de fond. Lanthimos pose des questions sur la nature de la bonté et ses formes de gentillesse. Est-ce qu'on peut forcer les gens à être gentils? Est-ce que la gentillesse est un instinct naturel ou une construction sociale? Et surtout, est-ce qu'un monde où tout le monde est gentil ne finirait pas par être encore plus oppressant qu'un monde où chacun fait ce qu'il veut?
Les acteurs, les actrices sont parfaits, un casting au visage familier qui incarne des personnages aussi énigmatiques qu'inquiétants. Je trouve que Lanthimos a vraiment trouvé une muse en la personne de Emma Stone, qui livre une performance magistrale dans chacune des histoires. Et c'est devenu, à force de revisionnage, une œuvre complexe qui, à travers ces 3 récits, parle profondément de la condition humaine et d'une quête de liberté. J'ai trouvé ça fascinant et dérangeant à la fois, et je me demande toujours si j'ai vraiment bien compris ce qui vient de se passer. En première position, et avant de vous donner le nom du film et d'en parler, un peu de contexte. Je passe pas mal de temps, et c'est sûrement un euphémisme, sur TikTok. Donc, à force de faire défiler mon doigt sur mon écran, l'algorithme a commencé à me donner une trend sur laquelle je passais plus de temps que les autres, à savoir la dark fantasy revisitée avec l'intelligence artificielle dans plusieurs univers. Shrek, Scooby-Doo, Les Simpsons, Bob l'éponge, Toy Story, Barbie, Harry Potter, enfin vous avez compris quoi. Je suis étrangement attiré par cette esthétique et la musique joue beaucoup aussi. Donc, le premier film que j'ai aimé en 2024 n'est pas un film de dark fantasy, mais il s'en rapproche par son esthétique qui me met dans le même mood. J'ai nommé Riddle of Fire. Et Riddle of Fire, c'est le genre de film qui m'a fait me sentir à nouveau comme un gamin de 10 ans, avec une épée en bois à la main et des étoiles plein les yeux, sauf que, au lieu d'un conte classique, je me retrouve plongé dans un univers qui ressemble à un mélange entre un rêve fiévreux et une session de Donjons et Dragons après un peu trop de bonbons acidulés. C'est signé Weston Razuli, et c'est une aventure initiatique complètement barrée, qui réinvente les codes du film de quête. Les frères Jody et Hazel, accompagnés de leur amie Alice, forment un trio inséparable. Un jour, ils élaborent un plan audacieux pour dérober un jeu vidéo dans un entrepôt voisin. Malgré le succès de leur larcin, ils se retrouvent incapables de jouer, car ils ignorent le mot de passe nécessaire pour allumer la télévision. Leur mère Julie, clouée au lit, accepte de leur révéler le mot de passe à condition qu'ils lui rapportent une tarte aux myrtilles faite maison. Les enfants se rendent chez la pâtissière locale, mais celle-ci refuse de leur vendre une tarte. Déterminés, ils obtiennent la recette et partent à la recherche des ingrédients. Lorsqu'ils tentent d'acheter des œufs, ils se les font piquer sous le nez par John, membre du mystérieux Enchanted Blade Gang. Ils décident de le suivre jusqu'à leur demeure, dirigée par Anna Freya Hollyhock, une femme énigmatique que certains considèrent comme une sorcière. En se cachant à l'arrière de leur camion, les enfants sont entraînés dans une aventure imprévue. Ils font la connaissance de Pétale, la fille d'Anna Freya, et s'allient à elle pour trouver un œuf tacheté, un ingrédient essentiel à la préparation de la tarte aux myrtilles. Leur quête les conduit à travers des forêts enchantées et des rencontres surprenantes, mêlant réalité et éléments féeriques. Riddle of Fire, c'est un feu d'artifice. Weston Razuli opte pour une esthétique rétro et ultra saturée, avec des décors qui semblent faits de briques et de broc, mais qui dégagent une authenticité et une poésie folle. On a des lumières néons qui illuminent des cabanes en bois, on a des plans larges qui capturent la majesté de la forêt environnante, et on a des accessoires bricolés qui rappellent à quel point l'enfance est un terrain fertile pour la créativité. Le film mélange humour et des moments de tension sincère, avec une musique qui oscille entre des thèmes épiques façon aventure fantastique et des sons plus doux, presque nostalgiques. On est à mi-chemin entre un hommage au récit classique de quête et une sorte de satire affectueuse, qui rappelle un peu Moonrise Kingdom de Wes Anderson, mais avec une énergie plus brute et plus punk. Le cœur du film, évidemment, ce sont les enfants. Leur amitié est palpable, avec des disputes, des moments de complicité et des décisions absurdes prises à la volée. Et si leurs dialogues peuvent sembler maladroits, c'est précisément ce qui les rend si crédibles et attachants. Ils portent le film avec un naturel désarmant et leur énergie débordante et contagieuse. Riddle of Fire, c'est un diamant brut qui te transporte dans un monde où tout est possible, où le banal devient extraordinaire et où l'amitié est le véritable trésor à la fin de la quête. Une aventure déjantée, sincère et pleine de cœur qui te donne envie de croire à nouveau en la magie. Riddle of Fire met l'accent sur l'importance de l'imaginaire, la manière dont on affronte nos peurs, avec des amis de longue date ou ceux qui viennent à peine de rejoindre le groupe, et ce que ça signifie de grandir tout en gardant une part de soi ancrée dans l'enfance, et me conseille de ne pas m'inquiéter, car demain sera toujours là pour que mes rêves se réalisent. Malgré le fait que mon envie de cinéma s'est un peu estompée cette année, et je ne saurais l'expliquer, en revoyant ces films et ces affiches qui apparaissent, je me rends compte que je passerai à côté d'un truc assez essentiel qui a construit ma vie et la personne que je suis devenu aujourd'hui. J'ai la chance d'aller très souvent au cinéma, que pour moi c'est devenu quotidien, et j'aimerais retrouver cette sensation réjouissante quand on me disait qu'on allait au cinéma. J'aime toujours y aller, mais je remarque que je me cherche de plus en plus d'excuses pour y aller le moins possible. Et pourtant j'aime toujours en parler, j'aime toujours suivre l'actualité, et j'aime toujours partager autour du cinéma. Donc merci 2024, je ne suis pas prêt de t'oublier, tu m'as fait douter de mes certitudes, tu as remis certains événements en perspective, tu m'as questionné et remis un peu sur le droit chemin. Après tout, ça sert aussi à ça, la fin d'année, voir le chemin parcouru et nous dire qu'on peut faire mieux. Merci à ceux qui sont restés jusqu'ici, si ça t'a plu, tu connais la chanson, aime, commente, partage. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Letterboxd où je suis plus actif, et tu peux m'écrire aussi ton top film 2024 en commentaire, je suis curieux de savoir si on partage les mêmes. Cette année, j'ai un peu oublié que le cinéma, c'est plutôt cool. À bientôt.